Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euronews Soir. 16 minutes pour faire le tour de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce vendredi 1er mars. À la une ce soir, nouvelle journée de mobilisation en Algérie contre la candidature du président Bouteflika à la présidentielle. Des milliers de manifestants sont redescendus aujourd'hui dans les rues d'Alger et d'ailleurs. Les États-Unis ont lancé un avis de recherche international pour retrouver le fils d'Oussama Ben Laden. Washington craint une résurgence du groupe terroriste Al-Qaïda à l'origine des attentats du 11 septembre 2001. L'île de Chypre, nouvelle Eldorado mondial des hydrocarbures. Dans cette édition, nous nous rendrons sur la petite île de la Méditerranée où un immense gisement de gaz sous-marin vient d'être découvert par la compagnie américaine Exxon. Et pour refermer cette édition, des nouvelles des orques et des belugas en captivité depuis des mois en Russie. La mobilisation des associations commence à payer. Certains des animaux ont été remis en liberté. Ils étaient destinés à être vendus à des parcs d'attractions. Bonsoir. Je vous le disais en titre, l'Algérie est actuellement secouée par un vent de révolte. Des milliers d'Algériens sont redescendus dans les rues aujourd'hui pour dire non à un 5e mandat du président sortant, mais pas seulement. Seule certitude, un véritable compte à rebours a commencé. Les autorités ont jusqu'au 10 mars pour publier les noms des candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle. En Algérie, la contestation s'intensifie pour s'opposer à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Alger ce vendredi à 1 mois et demi du scrutin. Une mobilisation d'ampleur à 2 jours de la date limite de dépôt des candidatures. Pouvoir assassin, le peuple veut la chute du régime, scandait la foule dans le centre de la capitale algérienne. La police aurait fait usage de gaz lacrymogène pour barrer la route aux manifestants, mais s'est rapidement retrouvé débordé. Un journaliste et une photographe ont été brièvement interpellés. Des rassemblements se sont tenus dans d'autres villes du pays, comme ici à Oran ou encore à Constantine, mais aussi à Tizi Ouzou, à Bouira et Sétif. Le 10 février dernier, l'annonce d'une nouvelle candidature du chef de l'État a amorcé un mouvement de contestation inédit. Abdelaziz Bouteflika, gravement diminué par un AVC depuis 2013, est au pouvoir depuis près de 20 ans. Il serait actuellement hospitalisé à Genève, officiellement pour des bilans médicaux. Et on rejoint à présent Mohamed Sifawi, journaliste, écrivain, spécialiste du monde arabe. Merci à vous d'avoir accepté cet entretien, Mohamed Sifawi. Bonjour, merci. Alors, l'étau se resserre pour les autorités algériennes. Dimanche, on saura si le régime campe sur ses positions en présentant officiellement la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. C'est incontournable. On verra, la journée d'aujourd'hui est évidemment décisive, mais il y a une chose à savoir, c'est que l'opinion publique internationale est en train de voir cette confrontation pacifique, heureusement, qui a lieu entre la population et le pouvoir. Mais il y a une autre confrontation et des tiraillements au sein même du pouvoir où, selon plusieurs sources, et j'avais déjà touché du doigt ce problème lors de l'écriture de mon ouvrage, lors de différents entretiens que j'ai menés, le pouvoir est loin d'être homogène. Donc il y a des tiraillements, il y a des discussions, il y a même des engueulades, me dit-on. Les différents classiques du régime ne sont pas du tout d'accord sur la marche à suivre. Alors dans ce contexte très précis, les islamistes, eux aussi, restent très silencieux. Est-ce qu'ils ne se tiennent pas en embuscade, comme on le sait, et comme ce qui a pu se passer il y a seulement 25 ans en Algérie ? Cette question, évidemment, est légitime, elle revient de façon récurrente partout, mais il faut comprendre une chose, c'est que l'islamisme est une réalité sociologique désormais dans tout le monde arabe. Quand vous avez des réalités sociologiques, c'est très difficile de les extirper. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de slogan appelant à l'instauration d'un État islamiste. Moi, j'étais en Algérie durant les années 80, quand le mouvement de contestation a été très vite récupéré par les islamistes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne voit pas de slogan islamiste, on ne voit pas d'islamistes, on ne voit pas d'adhésion de la population à des revendications islamistes. C'est d'ailleurs le slogan qui revient de façon récurrente, c'est l'Algérie libre et démocratique. Ils le disent en arabe, mais ils le répètent inlassablement pour une Algérie libre et démocratique. C'est ce que je retiens pour l'instant. Prochaine étape, dimanche soir. Prochaine étape,
prochaine étape, probablement d'ici dimanche, on verra déjà comment demain tout ça va s'accélérer probablement, mais si le régime s'entête à présenter la candidature de Bouteflika, ce qui est possible, il pourrait se dire que on va passer en force et on a les services de sécurité de notre côté, enfin le pense-t-il pour l'instant, mais je pense que si l'armée, notamment à travers le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, qui joue le rôle d'arbitre pour l'instant, même s'il est toujours loyal au clan présidentiel, si ce même chef d'état-major lâche le clan présidentiel, il en est fini de Bouteflika. Après, ça sera une autre histoire. Merci donc Mohamed Sifawi pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain et que vous venez d'ailleurs de publier « Où va l'Algérie ?» aux éditions du CERF. Merci à vous pour cet entretien. Merci. Les États-Unis viennent de lancer un avis de recherche contre le fils d'Oussama Ben Laden. Alors que la lutte contre les djihadistes de Daesh s'éternise au Moyen-Orient, les États-Unis s'inquiètent d'une possible résurgence d'Al-Qaïda, le groupe terroriste à l'origine des attentats du 11 septembre. Les explications de Stéphane Amalian. Les États-Unis offrent une récompense pouvant atteindre $1 million pour toute information permettant de retrouver Hamza Ben Laden. Il est le fils d'Oussama Ben Laden, ancien dirigeant d'Al-Qaïda, groupe terroriste à l'origine des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Hamza était déjà sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme. Considéré comme le successeur désigné d'Oussama Ben Laden à la tête du réseau terroriste, il serait aujourd'hui un dirigeant émergent d'Al-Qaïda. Depuis au moins août 2015, Hamza publie des messages audio et vidéo sur Internet invitant ses partisans à lancer des attaques contre les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Il a menacé de lancer des attaques contre les États-Unis en représailles au meurtre de son père. Selon des spécialistes, l'homme aujourd'hui âgé de près d'une trentaine d'années dirige le groupe Ansar al-Furqan, qui attire depuis quelques mois en Syrie les combattants les plus endoctrinés d'Al-Qaïda ou du groupe État islamique. Al-Qaïda est en train de se reconstruire et continue de menacer les États-Unis et nos alliés. Au cours des dernières années, l'attention du monde entier s'est naturellement portée sur la menace que représente le groupe État islamique. Al-Qaïda a été relativement calme pendant cette période, mais c'est une pause stratégique, pas une capitulation. Ne vous y trompez pas, Al-Qaïda conserve à la fois la capacité et l'intention de nous frapper. Le département d'État américain ignore s'il se trouve en Syrie ou en Iran. Il pourrait aussi se situer à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, d'après certaines sources. Le Pakistan, là où son père a été abattu par les forces spéciales américaines en 2011, 10 ans après les attentats meurtriers qu'il avait coordonnés. À moins de 30 jours du Brexit, de nombreux Britanniques ont déjà sauté le pas. Par milliers, ils ont demandé la nationalité dans un autre État membre de l'Union européenne pour éviter les désagréments du Brexit. Reportage de Luc Hanrahan avec Annelise Fantino. Ces notes, ce musicien britannique compte bien pouvoir les jouer où bon lui semble en Europe. Pas question de tirer un trait sur sa liberté de mouvement, même avec le Brexit. Je voyage beaucoup au sein de l'Union. C'est dans ces pays que se situe 50% de mon travail. Je ne vois aucune modalité de Brexit qui rendrait les choses plus faciles par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Pour l'instant, vous pouvez vous rendre à Berlin ou à Paris aussi facilement que si vous alliez à Manchester ou Newcastle. Simon Wallfisch vit à Londres. Il est le petit-fils d'une déportée juive allemande et survivante d'Auschwitz. Il a pris la nationalité allemande récemment pour éviter les conséquences du Brexit. C'est une facilité, ça ne veut pas dire que je suis devenu allemand tout d'un coup. J'ai aussi la nationalité australienne par ma mère, mais je ne parle pas comme un Australien. Parfois, à l'étranger, je préfère dire que je suis australien juste pour éviter de parler du Brexit. Depuis le référendum sur le Brexit, l'ambassade d'Allemagne a reçu plus de 3000 demandes de naturalisation de la part de descendants de familles juives allemandes qui vivent au Royaume-Uni, alors qu'auparavant, elle n'en recevait qu'une vingtaine par an. Pour les pro-Brexit, le départ de l'Union signifie une protection du territoire anglais qui leur est cher et se tourner vers le monde entier plutôt qu'uniquement vers l'Europe. Anita, la grand-mère de Simon, vit au Royaume-Uni depuis plus de 70 ans. Née en Allemagne, elle a été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans et a échappé à la mort grâce à ses talents de violoncelliste.
Je suis arrivé à l'époque où le commandant du camp voulait créer un orchestre, parce qu'il y avait des orchestres dans chaque camp. C'était du genre, ils ont un groupe, donc j'en veux un aussi. Après la guerre, Anita Lasker-Wallfisch a émigré en Grande-Bretagne. J'ai juré de ne plus jamais mettre les pieds en Allemagne. Alors que pense-t-elle de la récente citoyenneté allemande de son petit-fils ? C'est un musicien, il voyage, il est européen. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être allemand. Je n'autorise pas les Allemands à penser qu'ils veuillent par ce geste leur nationalité. Ils peuvent oublier cette idée. Ce qu'il est vraiment, c'est un Européen. Avec sa double nationalité, Simon s'estime chanceux et pourra toujours, quoi qu'il arrive, jouer en Europe et au Royaume-Uni comme aujourd'hui. Du gaz à profusion dans les eaux territoriales de Chypre. On le savait, mais une récente exploration a confirmé les ressources immenses qui dorment au fond de la Méditerranée. Un pactole en perspective, mais aussi un véritable casse-tête, puisque l'île est toujours géographiquement et politiquement divisée. Chypre est assis sur un trésor, un immense gisement de gaz au large de l'île. ExxonMobil a fait cette découverte estimée entre 30 et 40 milliards de dollars. En 2 ans, c'est la 3e plus grande découverte dans le monde. Mais le développement pourrait être compliqué par le différend avec la Turquie, qui a envahi la moitié de l'île en 1974. Nous considérons que quelles que soient les découvertes que nous ayons dans le pays, il s'agit de ressources de l'Union européenne. Et nous continuerons à construire un corridor de gaz naturel allant de la Méditerranée orientale au marché européen. Les convoitises autour des ressources sous-marines sont un obstacle à la réunification de l'île. Il y a quelques semaines, nous avons lancé le Forum du gaz de la Méditerranée orientale, qui concerne non seulement Chypre, mais aussi la Grèce, l'Italie, la Jordanie, Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne. Et nous comptons être capables d'étendre ces alliances afin de créer des infrastructures communes pour faire de la région une région compétitive sur le marché international des hydrocarbures. L'italien Eni et le français Total envisagent 5 forages au large de Chypre d'ici la fin de l'année. Le vice-président d'ExxonMobil a confirmé que la compagnie américaine était aussi intéressée par d'autres zones au large de Chypre, ce qui prouve que Chypre est entrée en force sur la carte de l'énergie mondiale. Allez, avant de refermer cette édition, un petit détour par la Russie. Nous l'avions annoncé sur Euronews. Depuis des mois, des orques et des belugas se retrouvent en captivité en attendant d'être vendus à des parcs d'attractions. Après une importante mobilisation, certains de ces animaux ont pu enfin retrouver la liberté. Mais pour les défenseurs de la cause animale, la bataille n'est pas terminée. Peut-être un début de solution pour les orques et les belugas enfermés depuis des mois dans des bassins dans l'extrême-orient russe. Les autorités ont décidé d'engager des poursuites contre les propriétaires des 4 sociétés qui gardent ces animaux dans des conditions jugées déplorables. C'est en tout cas ce qu'affirment non seulement les défenseurs de la cause animale, mais aussi les scientifiques. En termes de psychologie animale, on voit bien que cette situation est traumatisante. Il se passe pour ces mammifères ce qui se passe pour tout animal enfermé dans une cage. Ces orques et ces belugas ont été capturés l'été dernier et ils sont censés être vendus en Chine pour figurer dans des parcs de loisirs. Sauf qu'en attendant, leur captivité a ému une partie de l'opinion en Russie et à l'étranger, au point que le président Vladimir Poutine a lui-même tapé du poing sur la table. Résultat, certains de ces animaux ont commencé à être remis en liberté. Le ministre de l'Environnement explique que cette opération nécessite beaucoup d'attention pour que la réadaptation se fasse correctement. Depuis 2013, 17 orques ont été vendus pour des aquariums en Chine, moyennant 4 millions de dollars par animal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et sur euronews.fr. Très bonne fin de semaine.